dans votre émission On Air Politique. L'invité est déjà avec nous dans ce studio. Monsieur Bala Moussa Konaté, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Keta. Bonsoir à M. Baila. Bonsoir à M. Kondé. Bonsoir à M. Diallo. Bien. À Kalo. Les deux Diallo. Non, lui, il est Kalo. Ah, M. Kalo. Condé n'a pas de droit. Salut surtout votre grand média, Bien. les téléspectateurs et les auditeurs. Beaucoup. Alors, Monsieur Bala Moussa Konaté, votre présence dans cette émission aujourd'hui, on a beaucoup de questions, vous le savez, surtout avec ce mois d'août. Il y a eu beaucoup d'inondations, mais on a quand même envie de se poser beaucoup de questions sur comment ça se passe quand on prend l'autoroute. Première question, comment est-ce que, quand on regarde l'autoroute que nous avons aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer l'inondation au niveau de ces endroits? Vous voulez parler de Fidel Castro à partir de, justement, Fidel Castro, bien évidemment. Ça va jusqu'à Sangoya. Hein. La dernière fois, Sangoya aussi, c'était justement. Oui, allez-y. Bon, je pense que là-bas, c'est le moindre mal. Le moindre mal? Bien entendu. Alors qu'on crie au scandale à ce niveau, vous dites que c'est le moindre mal? Oui, je parle bien sûr de Fidel Castro. Sinon que au niveau du pont de Bessia, qui a toujours posé problème, parce que si vous voyez au niveau du pont, ce qu'on appelle le tirant d'air, pour pouvoir effectivement avoir ce tirant d'air à la hauteur de passage des véhicules, on a préféré vers le côté Matoto, vers le côté Marina. Alors là, on a creusé pour être effectivement en bas du pont, pour avoir une hauteur de passage. Ce qui fait que ça devient un bassin, on a créé un bassin artificiel, et justement pour recueillir les eaux à partir de ce bassin qu'on appelle le réceptacle, pour pouvoir entraîner ça, drainer ça jusqu'à la sortie, peut-être vers la mer après l'aéroport. Je pense que c'est là-bas où on a pêché. Donc ça a été fait. Le réceptacle a été très petit. Je crois que la conception a posé problème. N'oubliez pas qu'on est à côté. Ça a été conçu quand? C'est dans les années 2004. 2003, 2004, 2005. C'est dans les années où on faisait les choses bizarrement. Bien, allez-y. De toute façon, hein. Bizarrement, oui, allez-y. Voilà. Donc, quand vous savez qu'il y a une installation très stratégique qui s'appelle l'aéroport, c'est pas facile de faire passer les conduites souterraines. Il y a la sécurité internationale en matière d'aéroport. Vous savez, il y a souvent, on fait passer en inspection tous les aéroports pour être admis comme étant des aéroports internationaux, etc. Et il y a problème. Mais on pourrait trouver une conception meilleure parce que la technique a toujours des solutions par rapport aux besoins de l'homme. En tout cas, au fur et à mesure que les besoins deviennent impérieux, l'homme a toujours pu élever, n'est-ce pas? En clair, est-ce que vous voulez dire que les conduites d'eau, ou tout au moins quand il y a les grandes pluies, finalement les eaux de ruissellement sont bloquées quelque part, ou qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce qu'il n'y a pas de conduite pour permettre justement à ces eaux de rallier, je ne sais pas, la mer, ou ça va où exactement? On parle de ce cas précis. Oui. Quand je dis que sur la 2x2 voies Fidel Castro, que moi je n'appelle pas autoroute, je dis que c'est le moindre mal. On n'a pas suffisamment de temps. D'accord, allez-y. Plusieurs fois, je vous ai dit. C'est 2x2 voies. Bien. Alors, mais quand de l'autre côté, vous regardez vers les bananières, vers Koya, où il y a eu des morts, quand vous regardez un peu depuis Amdalaï, la route de Corniche Nord, qui va sortir jusqu'au niveau de Sonfonia, bien entendu, depuis plus de 7-8 ans, moi j'avais été l'un des premiers à avoir sonné vraiment l'alerte comme quoi cette route-là est dépassée. Vous savez, la route aussi, c'est comme un enfant qui grandit. Au fur et à mesure qu'il grandit, alors là, son accoutrement en matière de pointure devient conséquent en matière l'accoutrement devient conséquent, je veux dire. En tout cas, dans le programme d'exécution des routes de qualité ou de satisfaction, ce tronçon-là doit passer en 2x2 voies. Si c'est possible, moi je préfère que ça soit 2x3 voies. Parce qu'aujourd'hui, vous constatez que même ce que vous appelez autoroute, autrement dit 2x2 voies Fidel Castro, est totalement regorgé, a atteint sa limite, je peux dire presque, est en train d'atteindre sa capacité maximale d'absorption. En tout cas, ça ne nous satisfait pas comme ça se doit, parce que c'est lié à notre forme urbaine d'urbanisation. Tout le monde, même quand vous logez à Koya, vous êtes obligé de voir l'aéroport de Conakry, vous êtes obligé de voir Matoto, ou peut-être l'autre voie parallèle qui s'appelle le Prince. Mais en tout cas, vous êtes obligé de voir toute la ville avant d'aller là où vous voulez. Si c'est un ministère ou bien quoi, quelque chose comme ça à Kaloum. Bon, tant que notre forme urbaine est comme ça,
on est obligé donc, comme une canalisation fictive, vous savez, nous travaillons en fonction, c'est comme si c'était toujours la conduite hydraulique. C'est-à-dire, plus les caniveaux, plus la quantité d'eau à drainer devient grande, plus vers la sortie, n'est-ce pas, la section doit être grande. Vous avez l'exemple, par exemple, quand vous prenez la source du fleuve Niger depuis Farana, presque vous pouvez même enjamber le début de sa source, autrement dit sa source primaire. Ouais. Plus donc les quantités d'eau à travers les affluents, etc., augmentent, plus vous voyez que le cours d'eau devient très grand, jusque vers le Niger, etc., ça devient extrêmement grand. Mais quand vous n'observez pas ça, vous maintenez la même forme, que ce soit en caniveau, que ce soit en matière de route. Vous voyez déjà que c'est exigu depuis le départ. Pourtant, on a fini presque de faire l'essentiel de ce qu'on appelle les échangeurs sur la voie depuis Palais du Peuple jusqu'au moins jusqu'à l'aéroport, n'est-ce pas? Mais vous voyez déjà que, franchement, par heure, c'est vraiment difficile de traverser ces zones-là. Bien sûr. C'est vraiment le stress. C'est vraiment le stress. Mais alors, quand je dis c'est le moindre mal, au moins, cette route-là est relativement large. Pas par rapport à notre besoin, mais par rapport à la quantité d'eau qui tombe. Rappelez-vous que pour que cette route-là soit réhabilitée, c'est-à-dire la 2x2 voies existe depuis 1967, depuis l'aéroport jusqu'à au moins à Tombo, mais quand ça a été réhabilité à partir de effectivement 2003, 2004, etc., on avait précédé ça d'abord par un certain aménagement d'exutoire. C'est Fuggerolles qui avait fait le travail à l'époque. C'est-à-dire que toutes les conduites d'assainissement en matière d'eau pluviale, etc., qui étaient prévues être recueillies, devraient trouver déjà un exutoire qu'on a dressé un peu vers rond-point Bessia, un peu après rond-point Bessia, en allant vers l'aéroport. Alors là, il y a un grand canal là-bas, etc., etc. Mais quand vous allez vers d'autres coins à Conakry, il suffit d'une simple pluie pour que vous voyez déjà que tout est bloqué. Je crois que ça, le désordre là, est non seulement lié à notre urbanisation, qui est anarchique par endroits, et quand aussi, vraiment, on n'a même pas un plan directeur d'assainissement en matière d'eau pluviale. C'est-à-dire que si ce n'est pas les caniveaux, si ce n'est pas les routes qui ont des caniveaux, c'est-à-dire on profite des caniveaux des routes pour dire qu'on a fait l'assainissement de la ville. Or, justement, que la route soit en ville, que ce soit en rase campagne, nous faisons toujours les ouvrages d'assainissement partout où ça se doit. Vous voyez souvent que, rarement, vous voyez que quand nous dimensionnons nos caniveaux, nos ouvrages d'assainissement ou de franchissement en rase campagne, vous n'avez jamais entendu qu'il y a une inondation quelque part en rase campagne où il n'y a pas de village, il n'y a rien. Ça veut dire que quelque part nous faisons bien nos calculs. Mais quand il s'agit maintenant d'être en ville, les paramètres changent. Non seulement d'autres intervenants doivent collaborer avec le ministère des Infrastructures, autrement dit en charge de construction des routes, pour faire ce qu'on appelle la voirie urbaine, parce que quand même, cette voie publique-là n'a pas que le mode routier. Il y a le mode assainissement dans le sens vrai du terme. En principe, nous devons réactiver un certain ministère chargé uniquement de l'assainissement. Que ce soit des eaux pluviales, que ce soit des déchets solides, exactement, pour que tout ce qu'on est en train de vivre. Ce sont même des images comme ça qu'on est en train de voir. Ça rentre même dans les maisons. Donc, bien sûr, on doit avoir un département, je n'ai pas dit des directions, un département spécialisé rien que pour drainer nos eaux. Parce que Conakry, la Guinée, est le château d'eau quand même de l'Afrique. Donc cela ne veut pas dire que... C'est le professeur Alpha Condé qui avait raison, parce que lui, il avait créé un département spécifiquement sur l'eau et l'assainissement. Moi, je ne parle pas parce que quelqu'un a créé. Moi, je parle sur le plan technique. C'est-à-dire, je réfléchis techniquement. Je ne sais pas qui a créé ou qui n'a pas créé, mais je suis en train de dire qu'il faut qu'il y ait un département spécialisé rien que pour la gestion de l'assainissement. Quel que soit celui qui a créé. Mais sinon, il y a l'agence. On a quand même des agences. Ça, ce sont des agences. Mais je dis bien, il y a le ministère ministériel. Non, le département de l'énergie et de l'hydraulique. Non, lui ne s'occupe pas de l'assainissement. C'est clair. Ça s'occupe des points d'eau, particulièrement les cours d'eau. Même nos eaux souterraines qu'on est en train de puiser d'une manière très dangereuse là, à travers les forages que même concessions qui sont côte à côte, chacun puisse, ces choses-là auront leur limite peut-être très tôt ou tard, quand
les Si on n'y dérèglements prend pas garde, oui. géologiques, lorsque vraiment on va déranger l'ordre géologique souterrain, on va voir que maintenant on ne peut plus passer avec les bâtiments de type tour jumelle qui se trouvent à Kolomala, etc., qui ont des milliers et des milliers de tonnes à reposer sur le sol, quand en bas, à quelques 100 mètres de profondeur, par rapport quelque chose, par rapport à la limite, n'est-ce pas, de la fondation en bas, quand il y a une grande galerie et qu'il y a toujours des mouvements tectoniques, cela risque et peut-être de déranger beaucoup de choses. Je crois qu'il est temps maintenant de faire de l'assainissement, ce qu'on appelle du moins l'adduction d'eau dans le vrai sens. Déjà, avec l'adduction d'eau qu'on a là, la pression de service, c'est 5 bars. Alors qu'il faudrait entre 10, 15, voire même 20, pour pouvoir refouler, n'est-ce pas, les eaux d'adduction d'eau sur le bâtiment de 10 étages, 15 étages, 30 étages, sans faire des suppresseurs supplémentaires. Je crois que, d'une manière générale, parce qu'il faudrait poser le problème d'une façon générale, l'inondation qu'on est en train de vivre, je suis d'accord avec ce service qui est logé au ministère qu'on appelle Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes. À tout son pesant d'or, à sa raison, parce que ça y est cette fois-ci des catastrophes humanitaires, mais des catastrophes liées sur le plan naturel ou autre là, je ne suis pas très d'accord. Ce qu'on est en train de vivre chez nous, malheureusement par notre désordre, crée forcément ce qu'on appelle les catastrophes humanitaires, le sinistre humanitaire sur le plan d'affecter les habitats, en tout cas les humains, mais notre désordre en a beaucoup rajouté. Si notre urbanisation était dans les règles de l'art, on ne fait que chaque moment, on ne fait que rajouter au désordre. Vous remarquerez que même si cette route-là est dépassée, mais les ouvrages n'étaient pas encore dépassés dans le sens que depuis des années et des années, même le petit ouvrage qui est à la limite entre Lambani et le quartier sur Kobaya, mais c'est cette année que effectivement ça a tué. C'est cette année que ça a effectivement posé des problèmes. Parce qu'en amont, de plus en plus, on est en train de progresser dans le désordre. Cela veut dire autre chose encore. Vous savez, même si ce n'était pas le désordre, il y a un terme, il y a une terminologie dans notre métier qu'on dit coefficient de ruissellement. C'est-à-dire que plus la pluie tombe, avant, c'est qu'il y avait le coefficient d'infiltration d'eau qui était élevé. Cela veut dire que les eaux allaient directement, en général, absorber. Oui. Il y a la différence entre, c'est-à-dire que l'écart entre l'eau qui ruisselait et l'eau qui s'infiltrait n'était pas, c'est-à-dire c'est presque l'infiltration qui était élevée. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui est en train d'être fait. C'est-à-dire, quand les eaux tombent, beaucoup d'eau ne peut plus aller directement dans le sol. Parce qu'on a revêtu partout, et tout le monde fait le pavage. Et même quand les hommes marchent simplement sur la terre ferme, ça ferme un peu la perméabilité. À plus forte raison, quand tous les jours, on est en train de faire beaucoup de constructions, que ce soit des routes, non, pas anarchiques d'abord, des routes, etc. Cela veut dire que ces eaux-là ne rentrent plus dans le sol. Donc, ces eaux-là divaguent, ce qu'on appelle le ruissellement. Mais quand on ne sait pas les canaliser, c'est-à-dire quand on dit les ouvrages de canalisation, on parle des ouvrages d'assainissement. Mais quand on parle de canalisation, cela veut dire que l'eau est beaucoup et qu'il faut tout faire pour ne pas que ça constitue un danger, et en tout cas pour l'alentour, etc. Alors, mais quand ces eaux-là n'ont pas où aller, soit les caniveaux sont sous-dimensionnés, il faut reconnaître que même dans le domaine de la route, mais quand ces caniveaux-là sont effectivement bien dimensionnés, mais les désordres, y compris les ordures qu'on met dans les caniveaux, y compris, franchement, les remblayages, y compris tout ce qu'on fait de désordre. Des fois, là où les eaux étaient, quand les techniciens avaient prévu que cette ligne-là est prévue pour que les eaux viennent dans le réceptacle qu'on appelle caniveau, vraiment, à un moment donné, vous allez voir que les voisins ou les habitants ont changé cette ligne-là. Bon, les eaux, alors que les techniciens n'avaient pas prévu que ça aille comme ça, etc. Donc, ces désordres-là, les eaux vont rester emmagasinées dans les concessions, puisque l'eau est un matériau, pour ne pas dire une matière incompressible. Alors là, quand ça n'est de trop, sa pression peut presque tomber plusieurs choses. Vous avez vu que des barrages hydrotechniques qu'on a construits
des fois, de partout dans le monde, il y en a qui ont cédé parce que la pression de l'eau était plus forte que... Alors, le calcul n'avait pas tenu compte de beaucoup de choses. Donc, l'eau est une des forces naturelles les plus redoutables. Quand vous la barrez le chemin, alors là, elle s'énerve et puis elle peut faire tout. Regardez un peu vers les bananeraies. Mais, de l'autre côté, j'ai dit souvent que du fait que notre ville, que s'appelle Conakry, est en train, est dans la phase de ce qu'on appelle la 3e révolution urbaine. Autrement dit, la première révolution urbaine, ça correspond au passage des villages antiques, en tout cas dans des temps très reculés, et jusqu'à devenir des villes. Je ne vais pas trop parler sur ça parce qu'on n'a pas le temps. Après, il y a eu la 2e révolution liée un peu à la révolution industrielle avec la création ou bien l'invention de la houille, du fer et des manufactures. Et il y a eu des prolétaires, autrement dit, une classe qui s'appelle prolétaire, c'est-à-dire que les main-d'œuvre pour pouvoir travailler dans les usines ont créé des habitats proches de ces choses et ça a augmenté les premières villes antiques. Bon, troisième révolution urbaine maintenant, c'est que maintenant, ce n'est plus des villes qui sont grandes parce qu'il y a des industries comme Dabola, comme Kankan avec l'huile de Dabola ou bien les usines de jus de fruits ou de Mamou avec, comment on appelle ça, l'usine de conserverie, etc., qui ont fait venir beaucoup de main-d'œuvre, même des villages, etc. Mais cette fois-ci, ce sont des villes post-industrielles, telles que les Singapour, telles que Tokyo, etc., où c'est à cause des universités, c'est à cause du commerce, c'est vrai que ça choses. c'est de façon Donc cela veut globale. dire que son impact, c'est que la ville devient très éclatée, c'est-à-dire que c'est une ville qui est centrifuge, autrement dit, qui veut toujours se reculer, qui veut s'éloigner de son centre. Et maintenant, vous avez les Kaporola, qui étaient des villages il y a longtemps, les Somphonia, et même en Veranta, là, il y avait des villages. Hein, vous avez Kassoya, etc., les Bentroya et Mania maintenant. On est en train d'aller, maintenant on parle de Grand Conakry. Ça veut dire à chaque fois qu'on change la nature, on change les dispositions naturelles du terrain, cela doit aller avec l'assainissement. C'est pourquoi, ce qu'on appelait avant, sur le premier qui a changé maintenant de nom, on disait parcelle assainie. On fait tout d'abord, on assainit, on met les caniveaux, après les gens s'installent. Mais maintenant, ce sont les personnes qui s'installent. Après, l'État intervient. Mais pourquoi on ne parvient pas à gérer, par exemple, jusque-là, le cas de Kobaya, par exemple, qui est quand même un endroit, je dis... Non, attention. Ah, d'accord. Kobaya, cette route-là, soit l'année prochaine, c'est-à-dire après la saison des pluies, ou quelque temps, en tout cas, ça c'est vraiment impérieux que cette route-là passe en 2x2 voies ou je souhaite 2x3 voies. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on dit que les ouvrages là sont, etc. C'est parce qu'en amont, on a changé beaucoup de donnes. D'accord. Sinon, si ce n'est pas cette année, on avait ces ouvrages-là, bien que très sous-dimensionnés, mais n'avaient pas causé autant de problèmes. Alors, je vous assure que l'année prochaine, si les mêmes quantités de pluie qui arrivent, pourtant qui ne sont pas des pluies de trop, on ne peut pas dire que la pluviométrie de cette année dépasse les pluviométries de 2018, etc., etc. Ouais. Cela veut dire qu'on n'est pas dans une position du jamais vu. Mais puisque sur le plan international, il y a beaucoup de choses qui changent le dérèglement climatique, si cela arrive un jour chez nous, le pire est à craindre, parce que même à côté de vous, ce qu'on appelle le pont Kiridi, qui n'avait jamais connu ces choses-là, ce n'est pas parce que c'est le dérèglement climatique, c'est parce que, non seulement je vous ai parlé de coefficient de ruissellement, beaucoup d'eau qui s'infiltrait ne s'infiltre plus, et puis des voies d'eau, on a changé les positions anciennes des eaux. Vous nous tendez la perche, le pont Kiridi là même, parce que on a l'impression que nous les profanes même, en regardant que ce pont n'est pas normal. Parce qu'il est trop profond. D'ailleurs, non. Il est trop profond. Non, techniquement, sur le plan de la circulation, si vous voulez, c'était un ouvrage de fortune. On l'a fait peut-être passer chez nous. Peut-être qu'on taille notre accoutrement en fonction de... C'est-à-dire, comment on dit, le tailleur coût en fonction de la... Voilà. À l'époque, c'était un luxe de dire que, au moins, on a joué les trucs là. Mais maintenant, vous avez vu, notre ambition de développement est telle qu'on ne peut plus se permettre de ne pas être futuriste. Je recommande à tous les techniciens, si c'était une conception, nous devons être appelés des futuristes.
C'est-à-dire que ce qu'on fait, il faudrait que ça puisse aller loin. Ouais, parce qu'on peut se dire 10 ans, 20 ans plus tard. Parce que si je quitte de ce côté pour un peu rentrer dans le domaine de la route, parce que les deux vont ensemble. Vous avez vu tous ces... C'est-à-dire si comment on devrait faire le pont Kiridi? Comment on devrait le faire pour vous pensez éviter des que... problèmes? Non, d'abord... Parce que là, il faudrait on a deux possibilités. On a deux possibilités. On a deux possibilités. C'est que on peut aller en largeur et comme on peut aller en hauteur. Mais en relation avec les habitations. Vous savez, quand vous allez relever trop le niveau, la concession de M. Kiridi, que je respecte beaucoup, risque d'avoir des problèmes. Mais ce n'est pas à cause de ça que je parle. Non, écoutez, ce n'est pas à cause de ça que je parle. Mais je pense que nous devons rêver grand. Nous devons rêver futuriste. Mais pourquoi ce pont-là qui n'avait pas de problème en attendant devient un problème aujourd'hui? Ce n'est pas parce que les gens ont fait des désordres en haut, mais parce que je vous ai parlé de coefficient de ruissellement. C'est-à-dire, quand nous dimensionnons nos ouvrages, nous dimensionnons en fonction de ce qu'on appelle la section hydraulique. La quantité d'eau quand même qui doit passer. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez que je parle ça en forme algébrique, cela veut dire Q égale à la section multipliée par la vitesse. Autrement dit, le débit, c'est le produit de la section hydraulique qu'on doit calculer par rapport à la vitesse. Déjà, vous avez fait des calculs hydrauliques, vous avez un débit prévisionnel que vous avez calculé. Vous savez que la vitesse de l'eau est telle. Il suffit simplement de traiter l'inconnu. Autrement dit, de diviser Q par V quand vous donnez une vitesse, etc. Je crois que les problèmes là, si vous permettez aux services techniques de travailler, beaucoup de problèmes peuvent être l'échangeur par exemple de Bambeto, on est en train de faire l'échangeur de Bambeto. Est-ce qu'on peut craindre le même sort que ce qu'on est en train de voir aussi sur l'autoroute Fidel Castro? Attendons de voir parce qu'ils sont en train de... mais en observant déjà... Attendez, oui. Vous n'avez pas de remarque? Je pense qu'il est bon d'en parler, mais vous savez, je n'ai pas, disons, le quitus d'aller inspecter ce qu'ils sont en train de faire. Mais à un certain niveau, attendez. Je me suis prononcé sur le pont Kagame et même je peux l'échangeur, enfin c'est l'ensemble qui s'appelle échangeur, mais le pont qui existe là-bas, l'échangeur de kilomètre 36. À kilomètre 36, sauf si peut-être ce sont nos déchets solides ou notre manque d'entretien de ces ouvrages qu'on appelle des caniveaux qui sont vraiment installés loginalement dans ce qu'on appelle dans le trou là-bas, dans la dépression, autrement dit, dans le déblai dans lequel on a pu faire quand même un passage souterrain qu'on appelle tirant d'air, sauf si on n'entretient pas. Mais là-bas, vous avez vu, la pente est unique. Ça quitte du côté de Kansuya, en tout cas du côté de Koya, pour directement progresser vers le bas côté qui va vers Kuntia. Donc, il n'y a pas de problème là. Alors qu'à l'aéroport, on a fait le contraire. C'est-à-dire, on a créé un bassin. Autrement dit, on a créé d'un côté. C'est souvent le terrain qui commande. Autrement dit, c'est la morphologie du sol qui commande. Mais ce que je voudrais vous dire, et peut-être que la question va être centrale sur ça. Déjà, avec tout ce qu'on a là comme déficit en matière d'assainissement, en matière d'urbanisation, les conséquences sont à la fois sur le pouvoir d'achat, mais tout ce qu'on est en train de faire, même actuellement, nos ouvrages risquent de prendre un sérieux coup, parce que l'ennemi numéro 1 de la route, on dit que c'est la route, non pas reprendre, mais c'est pourquoi on doit relever le coefficient de vulnérabilité de nos ouvrages qu'on appelle les ponts, même les bâtiments et surtout les routes d'une façon générale. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous sommes dans une région très pluvieuse. Autrement dit, c'est une chance pour Conakry. Si vous voyez les cocoteraies, vous voyez tout ce qui est verdure là, on appelait Conakry avant comment? La perle de l'Afrique de l'Ouest. L'eau est beaucoup dedans, l'eau a beaucoup contribué pour ça. Alors, quand ça pleut bien à Conakry, moi je suis content, parce que c'est à cause de ça que nous sommes château d'eau de l'Afrique, parce que quand ça pleut à Conakry, de même aussi ça pleut un peu partout, mais quand Conakry dit qu'il n'y a pas de pluie, ça veut dire que les gens de chez nous où ça ne pleut pas beaucoup, ça va s'amoindrir encore. Donc c'est une chance, c'est à nous, et en tant que technicien, je vous dis et je vous défie que si on met les bons techniciens là où il faut, il est possible de résoudre les problèmes tels que la Côte d'Ivoire résout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Non, on est en train d'aller progressivement. On a la Géroute, on a les grands travaux. Vous savez, est-ce qu'aujourd'hui les techniciens sont à la place en 2018, je crois que c'est en 2018, lorsqu'il y a eu des grands éboulements sur la route de Koya, ça nous avait beaucoup affecté. J'avais dit à l'époque, après avoir donné mes solutions, je disais que c'était une chance pour nous parce que les Chinois étaient en train de faire la conception de notre route. Si la dimension sur le plan de la largeur, cette route-là est décriée, mais sur le plan ouvrage d'assainissement et ouvrage de franchissement, je ne crois pas qu'on a quelque chose à redire. Cela veut dire qu'ils ont traité les éboulements. Sinon, si c'est des catastrophes naturelles qu'on a constatées dans la zone de Koya, les éboulements allaient aussi se produire. Mais, puisqu'il y a eu ce mal-là, les techniciens ont repoussé leur horizon, n'est-ce pas, de solutions, et ils ont pu trouver la solution. Donc, on est averti par rapport à la nouvelle route à faire, du côté de Amdala en allant vers Sonfonia, qu'on ne doit pas blaguer avec les ouvrages. C'est une chance donc pour que les techniciens savent. Vous savez, quand on doit dimensionner les grands ouvrages... La Géroute est là pour ça. Et attendez, pour le moment, ce n'est pas la Géroute, ça. Ouais. Quand on doit faire les grands ouvrages, tels que le pont de Kanka, etc., on ne se limite pas seulement au lit. On va même jusqu'à demander la crise centenaire. En 100 ans, si on a la possibilité d'avoir des renseignements, on peut savoir à quel moment il y a eu une crue qui a défrayé la chronique. Et c'est en fonction donc de la position la plus aléatoire, autrement des plus grands aléas que nous faisons souvent nos calculs. Quand on dit qu'un ouvrage est costaud, ce n'est pas en fonction de la réalité de l'ordinaire, c'est en fonction de l'extraordinaire. Donc, c'est pourquoi je crois que du fait qu'on a connu ces choses-là, nous devons relever notre coefficient de vulnérabilité. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il faut faire les ouvrages en béton armé, etc. Effectivement, ce qui se passe alors là, parce que nous sommes en période pluvieuse et nous voyons l'ouverture de plusieurs chantiers dans le Grand Conakry, on observe cela, mais beaucoup de populations, en tout cas les citoyens se réjouissent de cela, mais ça provoque aussi d'énormes embouteillages et des difficultés de circuler. Et quelle est votre appréciation par rapport à ça? En une minute, hein? En principe... Ou bien, est-ce qu'il faut, quand on veut la pluie, on doit accepter la boue? C'est ça, j'allais dire ça. On ne peut pas avoir l'omelette sans casser les œufs. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut éparpiller, il faut se casser le doigt en cassant l'omelette, ou bien il faut saler toute la maison. Je crois que ce qu'on appelle la mitigation, on peut effectivement travailler dans l'ordre. Dans les grands projets urbains du genre en Europe, il y a un projet très consistant qui consiste à créer la déviation. Tout faire pour ne pas que la construction de routes affecte les domaines pour lesquels d'ailleurs elle est faite. Ça veut dire que les routes sont faites pour booster, n'est-ce pas, le développement. Mais quand, depuis plus de 10 ans, nous sommes en train de ne pas faire ça, je crois que c'est pas... Mais vous savez, ce qui est important, depuis un an, ou un peu plus d'un an, on est en train d'aller d'une manière très importante en matière de capacité de construire des routes. Cela veut dire que acceptons cela pour le moment. Temps, si vous permettez. Bon, je termine. On n'a pas eu beaucoup de temps de parler. Aujourd'hui, on en a parlé beaucoup. Je préfère le béton. Mais ce que je veux vous dire, laissez-moi finir. À Géroute, Honner, voirie urbaine, etc. Actuellement, si effectivement on permet à ces techniciens-là de travailler bien, je vous assure qu'en 5 ans, nous pourrons quand même taper la poitrine devant la Côte d'Ivoire. Je le dis parce que maintenant on commence à s'écouter. Mais ce que je tiens à vous dire, malheureusement, le dernier mot, permettez-moi. C'est pas aujourd'hui, ça nous rappelle Kassouri. Vous savez que je n'ai pas l'habitude je n'ai pas l'habitude de flatter quelqu'un. Permettez-moi de conclure. De toutes les façons, l'équation permanente qui reste encore sur notre tête consiste à mettre nos routes en bon état. Tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Deuxième équation fondamentale, c'est que nous devons tout faire pour que les routes puissent permettre de diminuer le coût des déplacements, le coût des transports, pour que la population soit vraiment satisfaite en matière de pouvoir d'achat. Tant qu'on n'a pas ça, on doit dire que pour le moment, on se demande pourquoi on fait les routes. Bien, merci à vous, M. Konaté, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à Baïla Amadou Traoré, merci à Moustapha Kallo, merci à Oscar Kondé, merci à Alpha Mamadou Diallo, merci à la régie, merci à la technique. On se reprend demain. Portez-vous bien.
On Air Politique, votre émission quotidienne qui vous berce pendant les vacances sur Joma TV et sur le réseau synchronisé de toutes les antennes régionales. Animé par Sekou Keita